auditionnons Monsieur Alain Legris de la Salle, président. Madame Audrey J.S., directrice fiscale France. Monsieur Bertrand Chauvet, directeur de la coordination RH France. Et Monsieur Stéphane Delperroux, directeur des affaires publiques. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Madame, Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je crois que rien de déclaré. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et je vous demanderai d'allumer vos micros pour l'enregistrement, sinon ça ne passera pas. Merci. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi, au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Quelques questions qui peuvent étayer vos propos liminaires. Pouvez-vous présenter succinctement l'activité de votre société? Quel regard portez-vous sur les aides publiques aux entreprises? Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023 en France? On va dire sur les dernières années en France. En particulier, quel est le montant des subventions? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée et celles dont l'efficacité se révélerait plutôt douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Seriez-vous favorable à l'introduction de conditions ou de critères qui permettent d'évaluer l'efficacité de ces aides? Et enfin, quelles devraient être alors les limites à la conditionnalité de ces aides? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Puis notre rapporteur Fabien Gay vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Et enfin, nos collègues membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur le Président, je vous cède la parole bien volontiers. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous donner l'occasion d'échanger avec vous sur l'utilisation des aides publiques versées aux grandes entreprises. Je vais d'abord présenter brièvement ArcelorMittal France, puis rappeler nos enjeux et enfin passer en revue les principales données en termes d'aide publique. Nous répondrons ensuite à vos questions. ArcelorMittal en France, pour commencer, j'aimerais souligner qu'ArcelorMittal est un acteur industriel majeur dans notre pays et que la France est et reste un pays clé pour notre groupe. ArcelorMittal, c'est 15 400 salariés en France, soit 25% des effectifs européens du groupe. Une quarantaine de sites de production et de transformation sur l'ensemble du territoire, 4 sites de recherche et développement et un réseau de distribution et de centres de services. En termes de sous-traitance ou d'impact régional, on estime que pour un emploi direct, l'industrie de l'acier génère en moyenne 3 emplois indirects, soit plus de 45 000 emplois en France. Nous sommes un acteur industriel régional implanté sur le territoire, dans la plupart des régions, c'est le fait de notre histoire. Aujourd'hui, nous traversons une crise sans précédent, laquelle met à risque notre devenir. Les facteurs essentiels de cette crise sont les suivants. Le premier facteur, c'est une baisse constante
et continue de la demande en Europe et en France, en moyenne et pour référence, moins 20% sur les 5 dernières années. Le deuxième facteur, c'est un coût de l'énergie trop élevé. Que ce soit le gaz ou l'électricité, l'Europe et donc la France se retrouvent en perte de compétitivité et en décalage par rapport aux États-Unis et aux autres continents, dont la Chine. Nous sommes, ainsi que nos clients, directement impactés par cette situation. L'Europe souffre d'un manque de compétitivité et doit prendre des mesures pour soutenir son industrie. Le troisième facteur de crise, des surcapacités mondiales de production d'acier, avec une Europe qui se protège trop peu contre les importations. On parle beaucoup de la majoration de 25% de droits de douane aux États-Unis. Le principal risque concerne les flux d'acier qui étaient importés par les États-Unis et qui vont devoir trouver d'autres débouchés. Comme tous les pays se protègent, l'Europe se retrouve très exposée. Nous souffrons déjà d'un volume d'importation extrêmement élevé à bas prix en Europe. Ces nouveaux flux vont donc continuer à détruire le marché français et européen. Nous avons demandé le soutien de la Commission européenne pour limiter les importations et pour rendre plus efficace le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le MACF. La semaine dernière, le 19 mars, la Commission européenne a publié son plan acier. Les détails publiés dans le plan d'action pour l'acier montrent qu'il y a une bonne compréhension sur l'urgence de la situation et que la Commission est prête à traiter certains problèmes structurels. Cela concerne notamment la politique de défense commerciale, les lacunes du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et l'absence de réglementation destinée à stimuler la demande d'acier à faible empreinte CO2. La publication du plan acier était très importante et attendue. C'est une étape clé pour régler la crise de notre industrie. Et je dois dire qu'à ce stade, nous sommes reconnaissants auprès des leaders de la Commission européenne pour leur engagement dans la préparation de ce plan. Maintenant, ils doivent transformer le plan en actions concrètes et efficaces en s'assurant que tous les détails nécessaires soient bien intégrés dans la législation. De faire en sorte que le plan acier devienne une réalité et réponde à l'urgence de notre industrie. Je voudrais profiter également de l'occasion pour remercier le travail et l'engagement de la France à mobiliser les énergies pour aligner les différentes positions des pays européens et défendre auprès de la Commission le dossier de la sidérurgie. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la crise que nous traversons, la production d'acier en Europe a atteint en 2023 son plus bas niveau historique avec 126 millions de tonnes de production. Entre 2008 et 2024, ce sont 26 millions de tonnes de capacité qui ont été fermées d'une manière permanente en Europe, tous sidérurgistes confondus. Le niveau de la demande d'acier en France était en 2008 de 8,3 millions de tonnes. En 2023, il n'est plus que de 4,1 millions de tonnes, soit divisé par 2. Sur ces 5 dernières années, moins 20% d'évolution de la demande, comme je vous l'ai dit précédemment. Pourtant, dans le même temps, sur ces 5 dernières années, nous avons maintenu des effectifs stables. En 2019, ArcelorMittal en France avait 15 400 salariés. 5 ans après, ArcelorMittal compte toujours 15 400 collaborateurs. Nous sommes donc stables dans un marché en forte baisse. En termes d'investissement, sur les 5 dernières années, ArcelorMittal a investi 1,7 milliard d'euros dans ses sites français hors grands projets de décarbonation. La France représente en moyenne 25% des investissements européens. Je tiens donc encore une fois à souligner l'engagement d'ArcelorMittal envers la France. Le montant des investissements est là pour le démontrer. Nos projets de décarbonation, qui représentent des investissements extrêmement importants, ne sont pas inclus dans ce montant et restent à confirmer. La décision d'engager ces investissements au-delà des études qui ont été réalisées dépend maintenant entièrement des solutions apportées pour sortir de la crise de notre industrie. Je vais maintenant vous présenter les aides publiques perçues. Les chiffres que je vais vous présenter sont la vue la plus exhaustive possible que nous avons du périmètre français d'ArcelorMittal. Au total, ArcelorMittal a touché en 2023
un montant total d'aide de 298 millions d'euros, dont 195 millions d'euros au titre de l'énergie. Je vais maintenant vous les détailler. Alors, pour ce qui est des aides publiques, nous bénéficions d'abord des aides liées aux investissements qui sont spécifiques à ArcelorMittal et hors régime commun. Alors, sur la décarbonation, ArcelorMittal a obtenu un engagement d'aide publique de 850 millions d'euros de la part de l'ADEME pour son projet à Dunkerque, qui représente un investissement total de près de 1,8 milliard d'euros. Il s'agit d'une aide qui a fait l'objet d'une autorisation spécifique de la Commission européenne. Je voudrais ici rectifier certaines contre-vérités. À ce jour, ArcelorMittal n'a perçu aucun euro de cette aide de 850 millions d'euros. Le projet a été différé, tout comme nos projets en Europe, du fait de manque de visibilité au sujet du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et des mesures de protection concernant le niveau des importations. Sur l'aide de l'ADEME, le lancement effectif du projet est la condition pour recevoir l'aide de l'État en fonction des dépenses réelles et conformément au cadre européen dans lequel elle a été obtenue. D'autres projets similaires ont été approuvés en Europe et bénéficient également d'aides publiques. Quand on analyse ces projets, la France se situe dans la moyenne en termes de ratio entre l'aide et le montant des investissements. Sans aide, la décarbonation de notre industrie serait très difficile. Le prix de vente d'une tonne d'acier décarboné ou non est quasiment le même. Un client aujourd'hui n'accepte pas de payer plus pour avoir une tonne d'acier décarboné. Il est donc très difficile d'avoir un modèle économique qui tienne la route sans aucune aide. Sur nos autres investissements industriels hors décarbonation, par rapport aux investissements de 1,7 milliard d'euros dont je parlais, je vais vous donner les montants d'aide sur la même période de 2020 à 2024 inclus, soit la période couverte par les plans France Relance et France 2030. Le total des aides obtenues sur cette période s'élève à 75 millions d'euros, dont 28 millions d'euros ont été effectivement perçus. Cela signifie que les aides obtenues représentent 5% des investissements réalisés par ArcelorMittal et même 2% si l'on considère les aides effectivement perçues. Sur l'année 2023, 4 millions d'euros exactement ont été perçus au titre des aides à l'investissement. Sur ces 75 millions d'euros d'aides obtenues, les deux plus gros projets accompagnés ont été notre nouvelle ligne de production d'acier électrique à Mardic qui doit démarrer les mois à venir, 25 millions d'euros d'aide pour un investissement de 500 millions d'euros. Investissement européen majeur pour ArcelorMittal et réalisé en France. Il permettra également la création de 150 emplois hors sous-traitance. Le four poche de Fos, 15 millions d'euros d'aide pour un investissement de 75 millions d'euros, lequel contribue à abaisser de 10% nos émissions de CO2. Ces aides ont été obtenues par dépôt de dossier dans le cadre des appels à projets de France Relance ou de France 2030. Les montants sont toujours encaissés au fur et à mesure de l'avancement des projets, sur présentation des justificatifs de dépenses et validés par un cabinet externe. Le solde est versé après vérification de l'atteinte des objectifs. À cela viennent s'ajouter des aides aux investissements telles que les aides du FEDER, le Fonds européen de développement régional, distribuées via les régions, des aides de l'Agence de l'eau et des aides locales pour la digitalisation. L'ensemble de ces aides a représenté 10 millions d'euros en 2023 et un total de 22 millions d'euros pour la période de 2020 à 2024. Alors, je passe maintenant aux aides liées au régime commun, avec trois parties. Les aides à la recherche, le CIR, les aides au titre de l'emploi et de la formation, et les aides sur le prix de l'énergie. Les aides liées à la recherche. Le CIR est relativement stable sur ces 10 dernières années. Il représente environ de 35 à 40 millions d'euros par an. La France est le premier pays recherche et développement pour ArcelorMittal. La moitié de notre recherche mondiale est située en France, avec 850 chercheurs et 4 sites, Mézières, les Messes, Montataire, Le Creusot et Fos-sur-Mer.
Le nombre de chercheurs basés en France est en augmentation régulière, avec en moyenne plus 10% sur les 10 dernières années. Nous dépensons en moyenne 150 millions d'euros chaque année en France en recherche et développement. Le site du Creusot est unique de par sa recherche. Pour tous les développements en matière de produits pour le nucléaire, l'armement ou le naval, y compris nos sous-marins nucléaires. Le sujet de la recherche d'ArcelorMittal en France est donc étroitement lié à la souveraineté nationale. La majorité des aciers haut de gamme utilisés dans l'automobile dans le monde ont été développés en France. Nos lignes de production bénéficient directement de cette recherche. Cela leur permet de produire les aciers de demain en maintenant leur avance technologique par rapport à nos concurrents. En termes de compétitivité pour la recherche et développement, on s'aperçoit que la France perd du terrain ces dernières années. Cela provient d'une série de modifications du CIR, mais également de décisions des autres pays. Alors, je voudrais vous donner 2 exemples. Le Royaume-Uni, depuis plusieurs années, muscle son R&D Tax Relief. C'est aussi le cas de l'Espagne, qui n'a eu de cesse de faire preuve d'initiative, un crédit d'impôt innovation, un crédit d'impôt recherche et des soutiens régionaux créatifs particulièrement efficaces. Le CIR constitue un dispositif essentiel pour pouvoir maintenir nos compétences et développer nos centres de recherche en France. Les aides à l'emploi et à la formation, cela recoupe 3 types d'activités. L'activité partielle de longue durée, l'APLD. Sur 2023, les aides liées à l'APLD se sont élevées à 6 millions d'euros. Ces aides nous ont et nous permettent de passer les creux d'activité en préservant l'emploi. Les allègements de charges. Sur 2023, les allègements de charges ont représenté 41 millions d'euros. Les aides à l'apprentissage et à la formation, pour un total de 2 millions d'euros en 2023. Apprentissage et formation, Monsieur le Président. Ces montants sont à rapporter à notre masse salariale, 761 millions d'euros sur 2023, auxquels viennent s'ajouter 432 millions d'euros de charges du personnel, soit un total de 1,2 milliard environ. Les cotisations. Les cotisations. Donc au total, ces aides représentent moins de 4% des 1,2 milliard. En tant qu'entreprise énergo-intensive, je dis énergo parce que ça couvre le gaz et l'électricité, nous recevons également des aides au titre de l'énergie. Ces aides ont représenté un total de 195 millions d'euros en 2023. Elles couvrent les exemptions et taux réduits sur les taxes électricité et sur le gaz pour 101 millions d'euros. Ces exemptions et taux réduits nous aident à compenser le déficit de compétitivité internationale. Elles sont basées sur la directive européenne de taxation de l'énergie qui autorise ces régimes spécifiques. Dans son plan d'action pour une énergie abordable qu'elle a publié le 26 février, la Commission européenne insiste d'ailleurs sur le fait que chaque pays de l'Union européenne a la possibilité d'utiliser les leviers donnés par cette directive européenne et devrait le faire. La compensation carbone, 72 millions d'euros en 2023, qui compense là aussi le déficit de compétitivité internationale. Le mécanisme de compensation carbone français est très proche de celui de l'Allemagne, de la Belgique, de la Pologne ou du Luxembourg. Les sites français d'ArcelorMittal reçoivent des montants d'aide équivalents aux autres sites ArcelorMittal situés dans ces pays. Nous sommes là encore sur des règles européennes. Et là encore, la Commission encourage d'ailleurs les États membres à continuer d'utiliser cette possibilité ou à envisager de l'utiliser chaque fois que cela est pertinent pour leur secteur. Dans le cadre de son plan d'action pour l'acier, la Commission a déclaré qu'elle va proposer d'étendre cette possibilité au-delà de 2030. Et j'en termine avec les aides d'urgence liées à la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine pour un montant de l'ordre de 22 millions d'euros en 2023. Donc, pour résumer, 298 millions d'aides sur 2023, dont 195 millions d'euros sur la partie énergie et 103 millions d'euros sur les autres sujets. Et sur ces 103 millions, vous avez 4 millions d'euros sur les investissements, 10 millions d'euros sur le FEDER, 40 millions d'euros pour le CIR, 6 millions d'euros pour la PLD,
41 millions pour les allègements de charges et 2 millions d'euros pour l'apprentissage. Et d'une manière générale et en guise de conclusion, le groupe ArcelorMittal est implanté là où son histoire l'a conduit et non pas en fonction de là où les aides sont les plus importantes. Nous sommes le résultat des évolutions de nos entreprises. Nos sites sont géographiquement localisés par rapport au marché que nous souhaitons servir. Sur la question des sous-traitants, il est très difficile de vous donner des chiffres précis. En prenant comme base Dunkerque ainsi que Fos et l'ensemble des satellites, nous avons un total de 80 à 100 sous-traitants classifiés comme ETI et environ 5000 sous-traitants considérés comme PME. Nous ne connaissons pas le montant d'aide publique que ces sociétés reçoivent. ArcelorMittal n'a pas accès à ces informations pour ses sous-traitants. Toutes les aides publiques ont un rôle déterminant, notamment les aides liées à notre décarbonation qui vont nous permettre de mener à bien nos projets actuels. Et pour terminer, 3 suggestions, si vous me le permettez. Premièrement, améliorer la transparence. Il y a trop de chiffres sans fondement qui circulent. L'industrie en France a besoin d'améliorer son image. L'industrie est là pour créer de la richesse, des emplois, pour gagner et non pas disparaître. Toutes les parties prenantes doivent pouvoir pousser dans le même sens. Plus de transparence est nécessaire et nous y sommes tout à fait favorables. Deuxièmement, nécessité de clarifier de quoi l'on parle. Lorsque nous avons préparé cette audition, nous avons essayé de classifier les aides et d'être le plus clair possible. La gouvernance et la structure des aides en France peut être améliorée pour une meilleure lisibilité et donc contribuer là aussi à plus de transparence. Et pour finir, l'industrie a besoin d'aide. La sauvegarde de notre industrie, de sa compétitivité et la protection de notre souveraineté sont des enjeux majeurs. Nous sommes face à des changements structurels importants. L'industrie seule ne peut y répondre. Il faut y travailler ensemble. L'action de l'État via les aides publiques y participe grandement est essentielle. Je vous remercie pour votre attention et nous tenons maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Je pourrais le faire à la fin, mais je vais le faire dès maintenant. Je tiens sincèrement à vous remercier, vous et votre équipe, pour la volonté de transparence, de clarté dans l'énoncé des différentes aides et les différents points que vous avez abordés à la fin. Je note quand même que sur toutes les questions que je vous ai posées, sur les propos liminaires, on a réponse à toutes les questions et de manière étayée et détaillée. Sincèrement, en tant que président de la commission, je vous en remercie. C'est très important pour nous, au moins on sait où on va. Je vais laisser la parole à Fabien Gay, notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. À mon tour, je veux vous remercier. Parce que hier, on a eu une audition un peu difficile, où on a essayé de noyer le poisson, et pour des questions simples, on avait du mal à avoir une réponse. Et pour le coup, vous avez répondu quasiment à toutes les questions. Donc je tiens à vous remercier, ce qui montre que, je crois, et vous avez raison sur un point, il y a besoin de transparence, parce qu'il se raconte beaucoup de choses, parfois en disant des montants astronomiques, qui posent question, et j'en suis, en tant que rapporteur et sénateur communiste, défendre l'emploi et l'industrie, et souvent mettre en parallèle le niveau de dividendes, la question des aides publiques et parfois des licenciements. Et je crois qu'on a besoin de transparence pour partir sur un pied d'égalité et à partir de là, pouvoir commencer à avoir un débat intéressant. Et pour le coup, vous faites un effort, je tiens à le souligner, comme un certain nombre de PDG que nous avons auditionnés depuis, parce que je le dis aussi. Et pour le coup, c'est très bien, vous êtes rentré directement dans le cœur du sujet et ça nous permet, pour le coup, de vous poser 3-4 questions et qu'après, chaque collègue puisse vous les poser. Donc voilà. Je vous remercie une nouvelle fois. Non, la première question, pour le coup, elle va vous paraître un peu étrange, mais elle est au cœur du sujet. Et je poserai la deuxième et elle rétablira. Je sais que vous avez été auditionné par la Commission des affaires économiques à l'Assemblée. Je ne crois pas au Sénat, il ne me semble pas. Pas encore. On se reverra une deuxième fois. Tous les deux. En fait. Oui, on se reverra une deuxième fois, tous ensemble. Est-ce qu'il y a un avenir
pour l'acier en Europe et particulièrement en France? Et est-ce que vous pensez que sur les 5-10 prochaines années, il y a un avenir et quelle est votre réflexion, y compris avec votre actionnaire Mittal? Merci, monsieur le rapporteur, pour cette question qui est clé. Et nous croyons à l'acier en Europe. Alors, quand on parle de l'acier, il y a deux sujets bien distincts. Il y a la partie des hauts fourneaux et la décarbonation, et puis les lignes de finissage. Donc, il y a deux parties. Donc, je parle de l'amont et des phases à chaud. Nous avons actuellement, ArcelorMittal a encore en Europe 11 hauts fourneaux en activité. On en avait, il y a à peu près 12 ans, 22. En France, 3 hauts fourneaux en activité, 2 à Dunkerque et 1 à Fos. Je pense que la Commission européenne, avec le support de la France, a bien compris les enjeux qui sont en face de nous. Et on espère que les mesures qui vont être annoncées concrètement suite au plan acier seront de nature à nous donner de la visibilité pour pouvoir lancer nos investissements. On n'a pas le choix. Quand vous prenez une tonne d'acier aujourd'hui qui est vendue en Europe globalement, 10% du prix de vente, c'est une pénalité CO2. En 2030, ce sera 25%. Donc il n'y a pas de débat. D'accord ? On doit faire cette décarbonation. Donc on attend les décisions de la Commission européenne sur le MACF et sur la protection du marché européen. Il faut bien comprendre qu'on est dans un environnement avec des surcapacités mondiales qui sont colossales, 500 à 600 millions de tonnes, soit 4 fois à peu près la consommation européenne, avec des pays dans le monde qui se protègent à l'image des États-Unis. Tout le monde se protège, et l'Europe n'a pas encore et doit se protéger. Et ce que je dis là, c'est valable pour l'acier, mais c'est aussi valable pour tous nos clients. C'est un problème général. Donc, à partir du moment où la Commission européenne décide par rapport à ce que nous attendons de la Commission européenne, et nous sommes aujourd'hui optimistes, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'avenir pour la sidérurgie en Europe au niveau des phases à chaud, et qu'à ce moment-là, un groupe comme ArcelorMittal sera en mesure de lancer ses plans de décarbonation. Oui, merci pour cette réponse, parce que la question maintenant, c'est l'utilisation des aides publiques. Vous le comprendrez bien. Je crois qu'ici, je le redis à chaque fois, mais je ne veux pas parler pour l'ensemble des commissions. Chaque commissaire a sa liberté de pensée et de parole, évidemment, mais pas de problème. Non, mais je le dis, y compris avec le président, je pense que vous ne trouverez aucune sénatrice, aucun sénateur qui ne veut accompagner les entreprises, maintenir l'emploi, la transition écologique, énergétique nécessaire, la décarbonation de notre industrie. Mais la question, c'est l'utilisation de l'argent public. 1 euro dépensé doit être 1 euro bien employé. Et donc, la question, vous croyez, il y a de l'avenir, c'est 15 000 emplois directs, 45 000 indirects. On veut l'accompagner, mais on veut être sûr que ça réussisse, entre guillemets, que ça marche, en tout cas, qu'il y ait une volonté. Et c'est vrai que là, pour le coup, vous avez raison de le redire, sur les 850 millions pour vous aider à décarboner, notamment le site de Dunkerque, vous n'avez pas touché d'argent pour l'instant, puisque tant que le premier euro n'est pas décaissé, le premier euro d'argent public ne l'est pas non plus. Donc voilà. Mais là, ça tarde. Et plus on va prendre du retard, et le site en a déjà pris, plus en réalité, vous le savez, le site se met en difficulté. Vous venez vous-même de le reconnaître en disant plus on va tarder, plus ça va nous pénaliser, et à un moment donné, ça deviendra insupportable le coût. Et donc, les salariés, légitimement, qui voient se retarder l'investissement, se disent à un moment donné, est-ce qu'il y a une volonté de l'actionnaire de vouloir délocaliser, peut-être rapatrier une partie en Inde, comme il y a déjà 2 sites, on en rediscutera, que vous avez décidé de fermer, de Nain et Reims. Et donc, là, pour le coup, il y a de l'argent public qui est mobilisable. 850 millions, c'est pas rien, quand même. Voilà, quasiment, pas tout à fait, mais la moitié du projet, quelques centaines de millions, enfin, oui, à peu près la moitié, de 45% du projet, voilà. Donc, ce n'est pas rien. Et surtout que vous faites des projets de décarbonation ailleurs, notamment au Brésil, et vous y allez.
pas que des projets de rénovation comme à Fos. Vous faites de la décarbonation au Brésil. Donc, est-ce qu'il y a un engagement, vous nous dites on attend, mais est-ce qu'il y a un engagement et une volonté d'aller au bout de ce projet de décarbonation et de maintenir les deux hauts fourneaux à Dunkerque? Je voudrais dire en préalable que nous comprenons bien évidemment les soucis des équipes sur les sites. Je voudrais également dire que ArcelorMittal est un groupe mondial qui investit dans des zones à forte croissance, donc avec une stratégie qui est très claire, Brésil, États-Unis, Inde, que la stratégie en Europe est très claire, qui est de dire l'Europe est une zone, comme on dit chez nous, core, une zone clé, qui fait partie vraiment de notre activité. 45% à peu près de notre chiffre d'affaires est fait en Europe, 50% des volumes est fait en Europe, donc c'est important. Que nous croyons bien sûr en l'Europe et que la priorité pour nous en Europe est de réussir notre décarbonation. Okay, ce qui n'est pas le cas dans d'autres zones mondiales qui sont différentes. Maintenant, le groupe a décidé de faire des investissements de maintenance, donc 250 millions à Dunkerque, 50 millions en gros à Fos. Ce sont des investissements de maintenance qui étaient prévus de longue date par rapport à un planning de rénovation de nos hauts fourneaux pour permettre et tenir, si je puis dire, et de faire le joint par rapport au plan de décarbonation. D'accord ? Donc, en toute transparence, ça a été expliqué au personnel. Et maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de la part des équipes parce qu'on ne voit pas arriver la décision d'investissement. Donc, nous expliquons et nous disons qu'il n'y a pas de remise en cause de la stratégie d'ArcelorMittal en matière de décarbonation. Elle est claire. On dit simplement, c'est que pour pouvoir lancer nos plans de décarbonation, il faut qu'on ait une visibilité sur les enjeux dans lesquels on va opérer demain. Parce qu'on parle de milliards, on ne parle pas d'1 ou 2 milliards. Quand vous avez 11 hauts fourneaux en activité et qu'il faut les décarboner, je vous laisse faire la multiplication. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc il n'y a pas de remise en cause de la stratégie d'ArcelorMittal. On dit simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait une visibilité dans le temps par rapport aux enjeux que l'on a aujourd'hui en Europe. J'entends ça, mais entendez aussi ce que se posent des questions chez vos équipes, comme vous dites, chez l'ensemble des salariés, des élus nationaux ou qui peuvent être aussi des élus régionaux qui ont à cœur évidemment les sites industriels et l'emploi. Vous l'avez rappelé, 250 à Dunkerque, 50 pour remettre à niveau, appelons-le comme ça, qui ont beaucoup tardé. Et de fait, plus on retarde des investissements, plus l'outil industriel en pâtit, mais vous venez de le dire. Et là, du coup, il y a une deuxième fois des investissements nécessaires et pour la planète, mais aussi pour l'outil industriel sur la décarbonation. Et est-ce que vous avez une visibilité? C'est-à-dire, parce que le contexte qu'on appelle de compétitivité internationale, je vous ai beaucoup écouté sur ces questions. D'ailleurs, vous n'êtes pas revenu sur ça. Vous insistez, là, vous avez cité la compétition avec les États-Unis et les droits de douane. D'habitude, c'est la Chine. Même si, par exemple, on sait, la Chine est le mastodon international, mais beaucoup, en réalité, de sa production est tournée vers le marché intérieur. Parce qu'il y a déjà tellement d'entreprises qui sont parties là-bas. Même si on a connu sur les 15 dernières années un pic jusqu'en 2015, maintenant on est plus sur une stagnation, une baisse légère. Mais c'est vrai, ça continue. Mais la réalité, c'est que la compétition aujourd'hui, elle est aussi avec l'Inde, et dont le principal actionnaire est Mittal, et le rapatriement et la délocalisation d'un certain nombre de secteurs. Donc est-ce que vos questionnements vont durer quelques semaines, quelques mois ou plus? Vous voyez, ce n'est pas la même chose de dire nous prendrons la décision sous 6 mois que sous 3 ans, que sous 6 ans, que sous 10 ans. Et la question de la compétitivité internationale dans le contexte dans lequel nous sommes, avec malheureusement une guerre
commercial avec Trump, qui vient d'être juste réélu, peu importe ce qu'on en pense. On n'est qu'au début de ce qu'on a vu sur les 4 prochaines années. La Chine, qui va continuer à investir massivement avec des outils industriels de très haut niveau, avec des bas salaires. Voilà. Donc ça ne va pas changer dans les 5 prochaines années. Donc à un moment donné, il faudra prendre une décision. Je vais me permettre, Monsieur le Président, dans le même ordre d'idées. Chacun m'en est témoin ici que je pense exactement comme vous sur le fait qu'une entreprise, elle est faite à la base pour créer de la richesse et que tout doit être fait pour qu'elle crée de la richesse, pour qu'on puisse derrière puisse payer des salaires, assumer les cotisations. Et moi, je dis que, enfin, moi, je rêve d'un pays où nos entreprises gagnent tous de l'argent, payent tous beaucoup d'impôts, payent tous beaucoup de cotisations, payent des bons salaires, ce qui va permettre de mettre en place des politiques publiques, parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient l'argent de chaque politique publique. Elle vient quand même, 90%, ça vient quand même de la richesse produite par les entreprises. Mais pour ça, il faut que les entreprises aient la capacité d'investir et de répondre aussi aux obligations de transition écologique, et notamment par la décarbonation qui nécessite de gros investissements. Mais pour pouvoir faire ces investissements, il faut aussi gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez pas investir. Et dans un objectif d'efficience des deniers publics et des aides publiques, est-ce que aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le tout de mettre de l'argent sur la table et de dire, voilà, vous avez 1,8 milliard d'investissements prévus sur ce gros chantier, on vous accompagne à hauteur de 850 millions d'euros, dont j'ai bien compris qu'il y avait et de l'argent français et de l'argent européen. J'ai vu que sur d'autres points, il y a également du FEADER, donc de l'argent notamment européen. Mais il faut aussi que la politique beaucoup plus globale et les décisions politiques plus globales accompagnent ces accompagnements financiers. Vous avez parlé presque de l'obligation, et je peux le comprendre, de décisions fortes politiques au niveau de l'Europe pour protéger les entreprises produisant de l'acier telles que ArcelorMittal. Mais il y a aussi peut-être, et on en a échangé brièvement avec, puisque c'est public, on ne va pas s'en cacher, avec Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, sur aussi la volonté politique de simplifier les décisions administratives qui vont vous permettre derrière aussi de réaliser les travaux. Quand on échange avec Total Energy, il nous explique que, par exemple, les décisions administratives, les autorisations administratives pour faire les travaux, c'est 4 ans en France, alors que c'est bien moins ailleurs. Est-ce que des décisions politiques de cet ordre-là, à la fois au niveau européen sur la protection, mais à la fois au niveau français sur la législation, et notamment les autorisations administratives, font partie aujourd'hui, tout ou partie, mais font partie aujourd'hui de ce qui va vous permettre d'accélérer ou de repousser encore la décision d'investissement. Verser des aides publiques, avoir la volonté de le faire, mais ne pas vous accompagner par des décisions politiques, quelque part, ça pose un problème quand même. Donc, je vais répondre aux différentes questions. Déjà, sur la visibilité de nos plans, ce n'est pas parce que l'on a décalé nos décisions d'investissement qu'on s'est arrêté de travailler. En 2024, à Dunkerque, on a continué de préparer tous nos plans d'investissement, de travailler en engineering et de faire beaucoup de travail pour être prêt le jour où on donnera, le jour où on décidera. Donc 2024, on a travaillé pour mettre en place toutes nos LOI avec EDF, avec nos partenaires. Donc les plans sont prêts. On a travaillé en 2024. Okay, sur le délai, on estime aujourd'hui, on pense que la Commission européenne va annoncer des décisions dans les mois à venir. On espère et on a pour objectif de pouvoir annoncer nos premières décisions d'investissement en France à peu près durant le 3e trimestre. 2e, 3e trimestre. Oui, donc on parle de mois, on ne parle pas d'années, c'est demain, quoi. D'accord ? Après, sur les décisions politiques et le frein dont vous faites référence. Je crois qu'on a, en matière de décarbonation, sur la partie industrielle de la sidérurgie, on a une transparence et une méthode de travail avec l'État français, les divers services de l'État français, qui est très très efficace et qui marche très bien.
on travaille en toute transparence. Donc le problème qu'on a n'est pas forcément... Il y a besoin de simplifier, c'est évident, je ne vais pas revenir là-dessus. Le souci qu'on rencontre, c'est la vitesse de décision qui n'est pas en France, mais qui est en Europe. Et c'est pour ça que j'ai souligné le travail fantastique qui a été fait par la France pour aligner les autres pays européens, pour avoir d'une voix passé le même message à la Commission européenne. Donc notre souci, c'est un problème de timing. On n'est pas sur la même dimension en termes de temps entre l'industrie et l'Europe. Je ne parle pas de la France, l'Europe. Et donc dans notre manière de travailler avec le gouvernement, on se comprend, on partage. On n'est pas d'accord sur tout, bien évidemment. On n'est pas là à quémander ou quoi que ce soit. On explique nos problèmes. Le gouvernement écoute. S'il est d'accord, il agit pour faire pression et faire entendre la voix de la France auprès de la Commission européenne. Et notre souci aujourd'hui, c'est un souci de vitesse de décision et de prise de décision en Europe. Quand on se compare à d'autres pays comme les États-Unis ou d'autres, ils décident comme ça. Nous, en Europe, il faut des mois, quand il y a urgence. Merci, Monsieur le Président, mais c'est important parce qu'on peut mettre tout l'argent qu'on veut sur la table. Si on n'accompagne pas ça, que ce soit au niveau français et européen, par des décisions politiques qui accompagnent ces investissements, ça joue sur l'efficacité de la mise sur la table des deniers publics. Et on gâche quelque part un peu l'argent public si on ne l'accompagne pas de décisions politiques. Mais je voulais avoir votre avis sur la question. J'en viens... bon, vous êtes un groupe solide, financièrement, très peu d'endettement, 5%, quand vos concurrents sont autour de 15%, à peu près. Hein. Si je me trompe dans les chiffres, n'hésitez pas à me reprendre, je n'ai aucun problème. 17 milliards, 6, je crois, de fonds propres, donc c'est un groupe assez solide. Les chiffres connus, c'est depuis 19 ans, le rachat de Mittal, c'est 50 milliards de bénéfices, donc c'est imposant. Et pourtant, là, vous venez de prendre une situation, j'entends sur les hauts fourneaux, question industrielle, on peut avoir le débat, mais vous venez de nous l'expliquer, on vient de creuser la question, vous venez de nous dire qu'avant la fin de l'année, vous prendrez la décision ou pas de décarboner. Je ne trahis pas, travestis pas vos propos. Par contre, le fait là de délocaliser les fonctions support, dans le contexte que je décris là, je n'ai pas cité les dividendes ni les rachats d'actions, à plusieurs milliards. Hein. D'ailleurs, est-ce que je crois que c'est 12 milliards depuis 2021 en rachat d'actions, quand même assez imposant, assez important. D'ailleurs, Louis Gallois, j'adore le redire et le reciter, a parlé de perversion du système sur cette question-là. Mais peu importe. Et là, vous avez pris une décision purement financière, parce que là, pour le coup, les fonctions support, la délocalisation en Inde, vous voyez, on n'est pas sur de l'industrie propre, la compétitivité. Là, c'est avec les chiffres que je donne, auxquels, évidemment, les aides publiques, auxquels vous allez me répondre maintenant le niveau d'impôt que vous payez en IS, d'ailleurs, parce que alors, vous êtes le seul à ne pas l'avoir dit. Tout le monde a commencé par qu'est-ce que nous apportons à la France en impôt, d'ailleurs. Voilà, si vous voulez le citer, c'est très bien. Mais pourquoi cette décision? Et puis les deux sites, quand même. C'est 135 emplois, mais Denain et Reims, voilà, c'est une question... bon, voilà. Et je pense que les fonctions support, ça, c'est une question purement financière. Donc, est-ce qu'on peut débattre de cette question? Donc, oui, tout à fait. Nous sommes dans une situation, comme je l'ai expliqué, qui est très critique en Europe en termes de résultats. On cherche toutes les mesures pour améliorer notre performance dans un marché qui, depuis début 2004, s'est complètement effondré du fait des importations. Pour vous dire en toute transparence, quand vous vendez à peu près une tonne d'acier aujourd'hui, on est pratiquement au prix de revient, du fait de la pression des importations. Donc, quand on prend les fonctions support, on voit que c'est donc on parle des fonctions comme finance, relations humaines, IT, supply chain, toutes les fonctions transversales qui ne sont pas dans le milieu industriel. On a en Europe, toutes ces fonctions sont complètement disséminées en Europe au travers, on a fait le compte, de 245 sites
245 différentes locations. Et donc le but, c'est pas, on transfère certaines fonctions, c'est quelque chose qui existe chez nous puisqu'on a transféré il y a quelques années une partie de ces fonctions en Pologne. C'est de continuer le mouvement en transférant ces fonctions en Inde pour optimiser et gérer en optimisant, en regroupant ces fonctions pour optimiser ce processus. Donc c'est un projet actuellement sur lequel on a commencé à échanger avec nos partenaires sociaux au niveau européen. Il se déroule progressivement. On n'a pas actuellement la quantification exacte du nombre de personnes au niveau européen qui seront impactées. On a, lors de la dernière réunion, le 13 mars, donné à peu près l'amplitude de quoi on parle, à peu près 1100 à 1600 personnes, globalement au niveau de l'Europe. Et donc, quand les groupes de travail vont avancer concrètement pour voir effectivement ce qui peut être transféré, on verra l'impact pays par pays et site par site que cela représente. Donc, on est actuellement dans ce processus et tous les mois, on a des échanges avec les partenaires sociaux pour échanger sur ce projet. Quand vous parlez d'optimisation, c'est une question de rentabilité financière. Mais vous devez, alors je ne vais pas employer le mot rentabilité financière, on est sur un marché qui est excessivement concurrentiel avec des résultats qui sont dégradés. Et quand vous êtes dans un marché comme ça, pour pouvoir continuer à investir et avoir un minimum de résultats pour investir, vous cherchez toutes les pistes possibles. Et ça fait partie de la vie de toutes les entreprises. Non mais, pas de problème. On peut discuter et débattre de la question industrielle, je le redis. Mais vous-même, dans votre propos introductif, à la fin, vous avez dit Mittal, ArcelorMittal, ne regarde pas ces investissements là où c'est le meilleur, suivant les impôts, etc. On le regarde au plus près de la réponse de nos clients. Et une entreprise, c'est vos propos tout à l'heure, vous avez dit en conclusion, on ne recherche pas l'optimisation, etc. On va être au plus près, répondre à nos clients. Et une entreprise, c'est un tout. C'est de l'industrie, mais c'est aussi du support. C'est les emplois de bureau, informatique, RH, paye, voilà, directrice financière. Bref, c'est tout ça, une entreprise. Donc, de fait, aussi, ces fonctions de support, elles doivent être au plus près des clients. Et la délocalisation, entre guillemets, en Inde ne se fait que sur une question, c'est la rentabilité financière, puisque là-bas, le modèle social est bien moindre qu'au sein de l'Union européenne, et encore moindre au sein de l'Union européenne. Il y a des débats, évidemment, entre la France et la Roumanie, par exemple. Donc là, quand vous dites une optimisation, c'est un choix que vous pouvez assumer, un choix d'optimisation financière sur la question entre 1100 et 1600 salariés en France et en Europe. Je ne sais pas si le mot est juste. Quand vous gérez une entreprise et quand vous voyez le coût exponentiel qui augmente, notamment parce que, en parallèle, vos volumes chutent du fait de la baisse de la demande, le coût de la fonction, globalement des fonctions support, vous oblige de regarder le sujet et de voir comment vous pouvez rester compétitif en traitant le sujet. Donc ça fait partie, dans la vie d'une entreprise, et tout entrepreneur fait la même chose, de regarder par rapport, et quand vous voyez une dérive et qui est liée là aussi à la situation européenne avec une chute constante des demandes, nos volumes chutent, et vous voyez automatiquement, puisque les personnes, l'emploi est toujours là, les gens sont là et la chute des volumes est telle que vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire pour adresser le sujet. Parce que si vous ne le faites pas, vous mettez en risque l'entreprise. Donc ça fait partie d'une démarche tout à fait normale de regarder quelles sont les pistes possibles pour traiter le sujet. Et donc c'est ce que nous avons fait et c'est le projet qui est actuellement en cours de discussion. Oui, j'ai juste un petit point sur le sujet. Non, mais sur le sujet. Moi aussi. On peut avoir une mais on a le droit avec le rapporteur d'avoir une petite différence de position sur les choses. On peut effectivement le regarder à travers... je comprends la position du rapporteur et le regarder uniquement à travers une optimisation financière. Et je trouve que ça a un côté un petit peu
je ne veux pas dire péjoratif, mais voilà. Moi, je parlerais plutôt, quand on est dans une situation où, parce qu'on le comprend, la concurrence internationale aujourd'hui, moi j'ai bien compris que le prix de l'acier, de la tonne d'acier aujourd'hui, dont il ne vous est pas forcément possible de l'impacter, qu'il soit un acier entre guillemets vertueux ou un acier produit non décarboné quelque part, dans sa production, il n'y a pas d'impact sur le prix de vente puisque la concurrence internationale est tellement importante qu'aujourd'hui, vous travaillez presque à prix de revient. Donc on peut appeler ça de l'optimisation de dépenses structurelles. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aller chercher partout où on peut faire de l'optimisation. Alors, il se trouve, mais je ne suis pas là en tant que... Vraiment, moi, je ne suis pas là pour défendre plus ArcelorMittal que personne. Il se trouve que la délocalisation se fait en Inde. Et c'est vrai que ça porte interrogation sur le fait de se dire où il y a quand même des conditions sociales, de rémunération, de cotisation, etc., moins importantes, et qu'on pourrait être amené à se dire, bon, on est dans de la délocalisation purement, voilà. Mais, et je comprends la réflexion du rapporteur sur le sujet. Moi, j'ai pas la même opinion, et je le défends. Voilà, ça aurait pu être dans un tout autre pays où vous auriez jugé. Mais on peut le comprendre en même temps qu'avec 245 sites différents qui comportent d'opérations support, il y a quand même une volonté, une nécessité d'optimisation. Donc je reprends. Mais non, pas du tout. Mais moi, je suis passionné par le débat. Et vous verrez ici que vous avez toujours un débat de bonne tenue et contradictoire. Et c'est tant mieux. Oui. On n'est pas d'accord sur tout. Et pour moi, ce n'est pas grave. Le tout est de pouvoir se le dire et de pouvoir continuer. Non, mais je reviens parce que vos propos étaient forts en entrée, en introduction. Vous avez dit, on ne choisit pas vraiment sur cette question des aides publiques, sur le coût social, on va être au plus près. Et je dis quand même que, pour le coup, avec cette décision, il y a un peu une contradiction avec vos propos introductifs et ce que vous en tirez, c'est qu'une entreprise, c'est des métiers support et le métier industriel. Et voilà, je dis ça parce que dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de filières, on a commencé par les métiers support et on a fini par les métiers industriels à délocaliser. Et d'autant plus que ça vient en Inde, chez l'actionnaire, avec un modèle social qui, je crois, personne ne défendra ici et que notre volonté n'est pas que les hommes et les femmes qui travaillent soient payés 200 € par mois pour 48 heures de travail. Voilà, je dis ça. Et donc, je suis en désaccord. On est fonction support, mais bon. Sur le site, sur les deux sites que je citais, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations? Là aussi, vous avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas cassé d'emploi et nous avons le même niveau de salariés, mais là, c'est 133 salariés, mais c'est deux sites qui ferment. Pour le coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Nous avons donc actuellement sur 2025 4 PSE qui ont été lancés. Un sur Denain dans les centres de services. Donc un sur Denain et sur Reims. D'accord. Un en construction, sur la construction, la division construction qui fait du bâtiment. Et 2 plans sur la distribution, pour un total de 150 personnes. En même temps, nous avons 300 postes ouverts en France. Donc, je reviens sur Denain et sur Reims. Donc, on a, en toute transparence, des discussions en cours avec les partenaires sociaux. Alors, je vais peut-être laisser parler Bertrand, qui connaît mieux que moi le sujet sur la situation actuelle, où est-ce qu'on en est, s'il te plaît. En fait, on a signé des accords unanimes avec les partenaires sociaux. Ça peut être compliqué, mais le dialogue social, c'est parfois exigeant, parfois compliqué. À la fin, sur le PSE de centre de service et sur le plan social, le PSE de distribution, dans les 2 cas, il y a eu un accord unanime. Unanime à 4 syndicats dans les centres de service, unanime à 3, puisqu'il y a 3 syndicats représentatifs sur distribution. Une précision également, parce qu'on a aussi entendu dire que Denain, les résultats étaient positifs et que malgré tout on fermait le site. Le site de Denain a perdu 50% de ses volumes.
Et si l'année dernière, les résultats ont été positifs à Denain, c'est suite à une casse-machine à Saint-Nazaire et un transfert d'activité ponctuelle de Saint-Nazaire vers Denain, ce qui effectivement sur l'année fait des résultats positifs à Denain, mais qui ne correspond pas à la réalité du site, qui encore une fois perd 50% de ses volumes. D'un autre côté, à Fos, en ce moment, suite à l'arrêt du Haut-Fourneau, on gère une réduction de 308 emplois sans PSE par un plan de mobilité interne. Et là aussi, il y a un accord avec les partenaires sociaux. Merci. Ma dernière question, Monsieur le Président, vous l'avez cité tout à l'heure, la PLD, 6 millions d'euros, je crois, c'est ça, si j'ai bien noté le chiffre, parce qu'à un moment donné, il y en avait beaucoup, donc j'essayais... Non, pas du tout, mais j'ai essayé de tout noter. Voilà. Je voulais savoir, donc, vous avez fait le choix de pas du chômage collectif sur une ligne de production, mais individuelle, si les choses... sont bien rapportés et vous ne pratiquez pas, là c'est une question, je n'ai pas une fausse interrogation de ma part, je préfère le dire, question, puisque d'autres groupes le font, vous ne pratiquez pas le fait d'embaucher de l'intérimaire et de pratiquer en même temps le chômage partiel. Il y a toujours des intérimaires chez nous, 35% de moins qu'en 2023. Le taux d'intérimaire aujourd'hui, c'est globalement 5%. Le taux d'absentéisme, c'est 4,5%. Donc en fait, l'intérim aujourd'hui est maintenu dans une proportion qui correspond à celle de l'absentéisme. Et on n'est pas dans une logique où la PLD s'organise par des fermetures une semaine par mois, etc. C'est des postes qui sont fermés. Vous parlez d'individualisation, c'est plutôt des postes qui sont fermés, etc. Et c'est ce qui justifie le maintien d'un certain taux d'absentéisme. Mais il n'y a pas du tout de recours à l'accroissement temporaire d'activité. Alors, pour reposer ma question, la question était, évidemment, vous avez un nombre intérimaire, toujours un débat, je préfère l'emploi stable, mais bon, peu importe, la question n'est pas sur cette question, le débat ne porte pas aujourd'hui sur le travail intérimaire, mais vous n'avez pas recours à plus d'intérimaires au moment du chômage partiel, mais vous venez de me répondre. Je vous remercie, merci Monsieur le Président. Et pardonnez-moi, dernière précision, le recours de la PLD, ça représente 4 millions d'euros par an sur les 4 dernières années. Pour répondre... 4 millions chaque année, c'est ça en moyenne? Par an sur les 4 dernières années. En moyenne, voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. Moi, je vais avoir une dernière question avant de donner la parole aux membres de la commission. Vous allez, entre guillemets, bénéficier d'un certain montant d'aide à l'investissement. On parle de, vous l'avez dit, 850 millions dans le cadre d'un investissement d'1,8 milliard ou 9, j'ai noté. Il y a une discussion qui s'est organisée, c'était sur une audition qu'on a fait, sur ce qu'on appelle le retour à bonne fortune. Vous êtes aujourd'hui dans une situation, on ne va pas dire délicate, mais l'acier souffre en France et en Europe. Et ce qui fait, vous l'avez dit à un moment, qu'aujourd'hui, 10% du prix, c'est une taxe au niveau carbone, et qu'en 2030, ça sera 30%, je crois, 25%. Voilà. Donc, les investissements que vous faites aussi sont faits pour retrouver plus de marge, moins supporter cette taxe au niveau carbone et retrouver de l'oxygène d'un point de vue de votre production de richesse et de votre marge. Est-ce que vous pensez, alors c'est vraiment votre avis que je demande, est-ce que vous pensez qu'on devrait à un certain moment, dorénavant, considérer que ces aides publiques qui vous seront versées en cas d'investissement majeur peuvent être, à ces aides peut être annexée une clause de retour à bonne fortune qui fait que si le fait de faire ces travaux de décarbonation vous redonne de l'air financièrement, mais que les choses soient bien établies par convention, vous redonne de l'air financièrement, vous redonne la possibilité en France de recréer à nouveau de la vraie marge commerciale et de regagner de l'argent, on peut très bien inclure une clause sur une partie de retour à bonne fortune et de remboursement, ni plus ni moins que si on parle d'avance remboursable de ces aides. Merci. La clause existe déjà dans le contrat ADEME. Elle est déjà prévue. Il y a plusieurs clauses, dont même une garantie bancaire, c'est vous dire jusqu'où ça va. Donc, il y a des calculs. L'aide est définie fonction de la rentabilité du projet.
Et donc, fonction du résultat effectif du projet, si le projet est plus rentable que prévu, vous rendez la partie de l'aide. Donc, tout ça, c'est formaté. Et c'est inclus dans le contrat et dans les documents entre l'ADEME et ArcelorMittal. Toujours. Et si on va aller dans le détail, ça porte sur quel montant de l'aide, quel pourcentage de l'aide qui peut être remboursé au maximum en cas d'aide. Toute l'aide peut être remboursée, effectivement. Merci. Non, mais comme vous n'avez pas répondu à ma dernière question, combien vous payez d'IS? Mais non, mais parce que... Allez-y, dites-nous. Comme ça, on a tout. Rien à cacher. On paye globalement 2 grandes masses d'impôts. Les impôts de production, taxes foncières, CFE, CVAE, C3S, sur plus de 10 ans, puisque vous avez fait référence à une période de 10 ans, on a payé 1 milliard d'impôts de production. Sur 10 ans? Oui, sur plus de 10 ans. S'agissant de l'IS, l'IS, on en paye quand on fait du bénéfice. L'acier, c'est cyclique. Donc, globalement, on est en bénéfice 2 années, puis en perte les 2 années suivantes. Donc, l'IS, sur la même période, on a payé près de 190 millions d'euros d'IS. Donc, environ 19 millions par an, en moyenne. Alors, c'est très variable. Oui, j'entends, mais pour qu'on se donne, pour nous donner un chiffre sur 10 ans, 19 millions, sachant qu'il y a 2 années vous en payez, et 2 années vous en payez pas. Ça dépend. 2021, 71 millions d'euros, par exemple. Enfin, c'est très variable, puisque par nature, le bénéfice est variable. Je voudrais juste mettre en face les pertes fiscales, moins 1,8 milliard sur la même période. Moins 1,8 milliard de pertes. Pardon. Le jeu des pertes reportables d'année en année qui fait que même si certaines années vous faites un peu de bénéfices, il y a le report des déficits qui fait à hauteur de 50%. À hauteur de 50%, bien sûr. Cela dit, les pertes, elles naissent du business. Hein. Non, mais c'est ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est bien de le voir sur 10 ans et de dire qu'au bout de sur 10 ans, vous avez payé presque 200 millions d'impôts sur les sociétés. Et tout ça, c'est hors charge patronale. Hors cotisation. Oui. Hors cotisation. Faites plaisir à monsieur le rapporteur de parler de cotisation. Mais ce que c'est. Mais je dis toujours ce que c'est très bien. Et pour qu'on ait le panorama complet, combien sur 10 ans de dividendes versés? Les dividendes, et en rachat d'actions Comme ça, on aura le tableau complet. Aucun problème. Les dividendes ArcelorMittal, globalement, et non pas en France, globalement monde, sachant que nous sommes un groupe mondial, en moyenne, sur les 10 dernières années, 200 millions de dollars par an. Rachat, là, je te laisse parler. Les rachats d'actions, d'un point de vue français, nous ne sommes pas concernés. Ici, on parle France, les dividendes groupe. Okay. Donc, en 10 ans, 2 milliards. 200 millions par an, 2 milliards de dollars. Pour ArcelorMittal, monde. Monde, oui. Monde, bien sûr. Tous les groupes, c'est monde. ArcelorMittal en France n'est pas un groupe mondial avec des filiales à l'étranger. Nous faisons partie d'un groupe mondial dont la France est une filiale. Voilà. Attention. Mais c'est important de dire que les chiffres que je viens d'énoncer ne sont pas à mettre en parallèle avec les chiffres. Vous ne pouvez pas comparer la France, les 200 millions de dollars de dividendes, vous devez le regarder globalement par rapport aux résultats du groupe mondial. Oui. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est la stabilité du dividende, quoi qu'il arrive. Oui. Et durant 3 ans, il n'y a pas eu de paiement de dividendes chez ArcelorMittal. C'est bien d'être précisé, mais il n'y a pas ce que vous pouvez penser, non. Vous regardez les dividendes année par année, ils sont stables, légèrement en hausse cette année par rapport à l'année précédente, mais vous n'avez pas ce phénomène-là. C'est stable. Et sur certaines années, sur les 10 dernières années, durant 3 ans, pas de paiement de dividendes du fait des résultats. Merci de ces précisions, Monsieur le Président. Est-ce qu'au niveau des collègues, il y a des questions? Alors, on va faire une vague de questions, si vous le permettez. Antoinette Gull. Je cherchais le prénom, j'avais le nom, mais je n'avais pas le prénom, pardon. Antoinette Gull, Marc Laménie. D'autres?
Je ne voulais pas préempter. Et Anne-Sophie, Anne-Sophie, c'est vrai que tu avais demandé. Anne-Sophie Romani, Antoinette Gull et Marc Laménie. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Non, il m'aime pas. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup pour votre transparence. C'est très agréable. Je rejoins les propos qui ont été tenus par le Président et le rapporteur. On ne peut pas dire la même chose de toutes nos auditions et je vous remercie très sincèrement. Vous avez parlé de transfert d'activité d'un site sur l'autre qui a artificiellement augmenté la production de nains. Il s'est passé l'inverse à Reims. Où l'outil de production étant parti, ça a diminué l'activité qui permet de dire derrière que le site de Reims n'est plus performant et n'est plus rentable. Je voulais quand même le préciser parce que ce qu'on dit d'un côté, il faut aussi le voir de l'autre côté. Et c'est ce qui nous a été rapporté, puisque, bien évidemment, lorsque la fermeture du site de Reims a été annoncée, nous avons eu de nombreux échanges en sous-préfecture avec les différents partenaires et c'est quand même ce qui nous a été remonté, je voulais quand même le préciser et préciser que le dialogue social a été extrêmement dur. Alors vous disiez, monsieur, tout à l'heure, comme tout dialogue social, parfois ça peut être difficile. J'entends bien, nous avons appris la fermeture du site ArcelorMittal par voie de presse, ce qui n'a pas été forcément quelque chose de très agréable à la fois pour les parlementaires, mais aussi pour les élus du territoire. Et derrière, effectivement, quand on entend... et c'est très bien qu'on puisse avoir cette transparence sur les aides remises dans le contexte international et le contexte concurrentiel de compétitivité, etc. Mais lorsqu'effectivement il y a des fermetures de sites et qu'on entend de gros montants d'aide publique, parce que c'est ce qui a tout de suite été rapporté, je pense que l'apaisement du dialogue social doit être une nécessité. Si on ne veut pas, à un moment, créer cette fraction dans notre population et cette dichotomie de ceux qui pensent que des aides sont perçues de manière... voilà, quand on les remet dans leur contexte, on les comprend. Et à côté de ça, des postes qui sont proposés en Pologne pour des gens qui ont fait leur vie à Reims et qui n'ont pas forcément un âge qui leur permette de partir en Pologne, parce que c'est ce qui a été proposé. Je pense qu'on doit réussir à trouver un apaisement au niveau du dialogue social. L'issue a été effectivement bonne, vous l'avez précisé sur le PSE, mais je pense que le chemin a été long et difficile et c'est ce que je regrette un peu. Voilà pour ma part. Je peux répondre ou j'attends? Ah, mais s'il y a une... Oh, on va peut-être... je pense qu'on va laisser poser la question à Antoinette Gull et à Marc Laménie. Vous ferez une réponse globale, Monsieur le Président. Comme ça, vous pourrez répondre à plusieurs regrets. Donc, moi, je me présente. Je suis Antoinette Gull. Je suis sénatrice de Paris, originaire de Moselle, et plus particulièrement de cette belle ville d'Hayange, dont vous avez eu la propriété des hauts fourneaux pendant de nombreuses décennies et dont vous êtes parti, pas très proprement d'ailleurs, il y a à peu près 10 ans. Alors je dis pas très proprement parce que si l'on compte la souffrance de toutes les personnes qui sont restées sur le carreau, eh bien on ne peut pas dire que cette sortie soit propre, quels que soient, j'allais dire, les résultats que vous pouvez avoir ou les difficultés que vous pouvez avoir maintenant. La réalité humaine est bien différente de la réalité industrielle dont vous témoignez ici et qui, effectivement, fait très propre et très transparent. En réalité, c'est quand même beaucoup de souffrance dans chaque foyer, à chaque fois qu'une de vos usines se retrouve délocalisée en Chine. Se retrouve délocalisée en Asie. Moi, j'avais une question, en fait, sur votre responsabilité après. Puisqu'en fait, moi, mes parents habitent encore à Hayange. Moi, de la fenêtre de ma chambre d'enfant, je vois les hauts fourneaux d'Hayange. Et je les vois encore aujourd'hui, alors que ça fait 15 ans que vous êtes partis. Et qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Non seulement que vous ne dépolluez pas, mais que vous vendez les 50 hectares, ou les 30, pardon, excusez-moi, je ne sais pas, les hectares où sont installés les hauts fourneaux, que vous les vendez pour 1,5 million d'euros à une entreprise qui a, une somme modique de capital, donc dont on peut quand même un peu s'inquiéter. Mais surtout, vous n'assurez ni le démantèlement des hauts fourneaux, ni la remise en état, ni la dépollution du site. Enfin, quand même, pour un département que vous avez sinistré par votre départ,
Alors peut-être qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, etc. Mais quand même, il y a quelque chose qui est dû dans la remise en état et peut-être même dans la réindustrialisation de ce département aujourd'hui. Si je peux me permettre, on aura la même question sur le site de Reims. Merci. Marc Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président d'ArcelorMittal, ainsi que vos collègues, pour cette notion de transparence et les chiffres que vous nous avez indiqués en termes financiers, mais aussi en termes de effectifs et moyens humains. Alors, je représente depuis pas mal d'années, je suis sénateur depuis 2007 du département des Ardennes, marqué aussi par l'histoire industrielle, forge-fonderie notamment, avec des usines qui sont aussi malheureusement fermées. Alors, je vais me permettre d'aborder un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui reste souvent pour moi un vecteur important d'intérêt, c'est le transport, l'acheminement. Je suis un défenseur du transport ferroviaire. Et je sais que vous êtes attaché au ferroviaire, il y a les trains complets notamment. Et je vais prendre un exemple dans le département des Ardennes, il y a ArcelorMittal à Mouzon, et vous êtes le seul chargeur qui participait financièrement. Alors, je n'ai pas le chiffre, mais j'ai des collectivités territoriales qui me mettent un petit peu, mais tout le monde traîne un peu les pieds malheureusement, et vous êtes le seul à utiliser 15 km de voies ferrées, fret capillaire, et c'est réellement important. Il y a 3 trains ou 4 trains par semaine à peu près. Et je dirais, c'est conditionné, je dirais, par votre activité. Je prends un autre exemple, bon, je serai plus à l'aise, dans un autre département, où vous êtes aussi le seul chargeur, transporteur, c'est à Saint-Chély-d'Apcher, donc département de la Lozère, sur la ligne qui va de Neussargues à Millau, Aveyron, Béziers. Vous êtes aussi le seul. Et vous privilégiez le ferroviaire. Bon, les camions, on déborde déjà de camions. Quand il n'y a pas de voie ferrée, c'est le seul moyen de transport. Mais sur le ferroviaire, je me doute que c'est vous qui... c'est à votre charge les transports ferroviaires. Vous êtes aussi un acteur. Et à l'inverse, je ne pense pas du tout que vous perceviez des aides publiques pour le moyen de transport. Voilà, c'est vous, c'est à votre charge. Mais c'est vrai, à ce niveau-là, l'aspect de transport, il faut mieux privilégier le ferroviaire au routier. Bon, voilà, c'est un petit peu, il faudra avoir un petit peu votre sentiment à ce niveau-là, puis par rapport au débat, et puis aussi à l'enquête, voilà, à la mission d'enquête. Merci. Merci Marc, merci chers collègues. Je rappelle que le sujet de la commission d'enquête, c'est les aides publiques versées aux grandes entreprises, et j'aimerais bien qu'on reste quand même bien sur le sujet, même si je sais que certains ont leur sujet de prédilection, mais que si Monsieur le Président et les représentants d'ArcelorMittal sont devant nous aujourd'hui, c'est bien pour parler des aides publiques versées aux grandes entreprises à leurs sous-traitants. Monsieur le Président, il y avait une dernière question de Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Non, dans la même veine que ma collègue Antoinette Gull, puisque aide publique et questions sociales sont intimement liées, donc je partage évidemment les propos, mais ça ne vous étonnera pas. Non, dernière chose sur le site de Fos-sur-Mer, une mise en examen il y a quelques heures, quelques jours, pardonnez-moi, pour mise en danger d'autrui. C'est une question que vous avez dit des aides publiques. Vous n'avez pas communiqué encore officiellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire évidemment un mot? Je vous remercie. Merci. Je vais commencer par la situation de Fos. Je voudrais dire 3 ou 4 choses. Premièrement, nous coopérons entièrement et en toute transparence avec les autorités. Deuxièmement, nous contestons fermement les accusations. Je voudrais dire également que nous avons investi sur Fos depuis 2014, sur les 10 dernières années, 735 millions d'euros sur ce site.
Et sur les 735 millions d'euros, à peu près un tiers concerne des investissements sur l'environnement. La santé et la sécurité, donc l'environnement, sont une priorité absolue chez nous. Absolue. Il n'y a pas de discussion sur ça. Donc, je ne commenterai pas plus cette mise en examen s'agissant d'une procédure en cours. On verra l'évolution des choses. D'accord ? Mais je tenais à préciser ça. Après, sur les questions, je voudrais revenir sur l'annonce par voie de presse. Je voudrais faire mon mea culpa. On a des améliorations à faire en termes de communication vis-à-vis des élus. J'ai eu le cas avec une autre région pour un cas similaire. Je le prends pour moi. C'est un point sur lequel il faut qu'on améliore les choses. Donc, tout à fait d'accord avec votre commentaire. Sur Hayange, honnêtement, je découvre. Toute fermeture, quelle qu'elle soit, la réalité humaine, quand je prends par exemple ce qui se passe à Denain et à Reims, j'ai eu l'occasion de diriger la distribution chez ArcelorMittal il y a quelques années. Je connais les sites personnellement, je connais les personnes. Quand vous prenez une décision comme ça, il n'y a aucune différence entre 10 personnes, 100 personnes. L'aspect humain, il est énorme. Donc, en tant que groupe, on essaye toujours d'en tenir compte et de faire tout ce qu'on peut pour limiter les conséquences humaines, parce que c'est toujours des drames humains au niveau des familles, au niveau des personnes. Tout à fait d'accord. Après, sur votre remarque sur qu'est-ce qui se passe sur notre responsabilité, ArcelorMittal a toujours été, nous considérons que nous sommes responsables, bien évidemment. Sur le cas spécifique d'Hayange, il faut que je regarde personnellement voir où on en est. Je prends note du problème et je reviendrai vers vous. D'accord ? Tout à fait. D'accord. Non, mais j'ai pris bonne note, ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous. Hein. Après, sur la question des transports, nous sommes effectivement le premier client de la SNCF. Et les exemples que vous avez donnés de Saint-Chély et de Mouzon sont des exemples qui illustrent très bien le poids d'ArcelorMittal en France. J'ai fait l'autre jour un calcul. Vous ne pouvez pas faire 50 ou 80 km en France sans tomber sur une enseigne ArcelorMittal. Nous sommes dans les régions. Et sur le sujet des transports, je pense que c'est une très bonne suggestion sur le fait, parce que c'est très difficile, effectivement, nous payons la totalité des coûts de transport. Et en termes d'aide, c'est un sujet sur lequel, effectivement, il faudrait se pencher, parce que c'est le cas de l'acier, mais il y a beaucoup d'autres industries. Et par rapport à la problématique de l'environnement, du CO2, quand on voit l'évolution du camion en France, c'est un sujet critique sur lequel il faut se pencher. Et donc là, dans le cadre des aides, effectivement, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler. Très bonne suggestion. Ce qui peut également passer par des accompagnements financiers sur la décarbonation des transports routiers également. Oui, tout à fait. Je ne désespère pas que demain, on voit des camions hydrogène, etc., en masse et prenant majoritairement le transport routier. Voilà. Tant qu'ils sont faits en acier. Je le comprends aisément, Monsieur le Président. Bien, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions qui pouvaient être posées. Monsieur le rapporteur, on a fait le tour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je le dis quand c'est le cas. Merci pour la disponibilité dont vous avez fait preuve avec vos équipes pour répondre j'ose pas dire la convocation, même si c'en est une administrativement, mais l'invitation qui vous a été faite de venir devant cette commission d'enquête. Ça s'est très très bien passé avec vos équipes. Il y a une vraie volonté de venir au-devant de la commission d'enquête. Merci pour la préparation que vous avez mis à cette audition et les points très précis d'ailleurs qui nous ont permis d'aller sur d'autres sujets. Parce qu'on n'a pas eu besoin d'aller, entre guillemets, à la pêche aux informations. Vous avez été très transparent et c'est le cas d'un certain nombre. Moi, je tiens à le souligner, 2 présidents, directeurs généraux, c'est un point important, sur la volonté de transparence et de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et bien évidemment, s'il y a d'autres points sur des questions qui vous ont été transmises par notre équipe administrative que vous souhaitez nous envoyer par écrit, ils seront les bienvenus. Merci encore.